centralisation de l'ensemble de la politique, mais aussi de la politique étrangère, dans les mains du président, les conséquences que ça peut avoir. Donc, ce soir, nous avons avec nous, pour en parler, Sophie Pommier, qui est une ancienne diplomate, on peut dire, si tu veux. Oui, qui est membre du comité de rédaction d'Orient 21, qui a été en poste dans pas mal de pays du Proche et du Moyen-Orient, et qui a écrit un article sur cette réforme pour Orient 21, et Marc Andevel, qui est un journaliste indépendant, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Emprise, et qui parle notamment de Macron et de la politique étrangère. Donc, on va avoir deux interventions. La première, c'est Sophie qui va être plus précisément sur la réforme elle-même, et Marc ensuite va élargir à la politique étrangère de la France. Sophie, à toi la parole. Merci beaucoup Alain. Bonjour à tout le monde. Alors effectivement, j'ai travaillé au ministère depuis la fin des années 90, donc j'ai un regard qui s'inscrit dans la durée et qui m'a permis de constater des évolutions qui ont abouti effectivement à la situation actuelle et à la réforme qui est en cours. Alors, je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez effectivement noté cette grève assez inhabituelle qui a mobilisé énormément de diplomates, qui a suivi d'abord un appel publié dans le Monde et signé de 500 jeunes diplomates. C'est vrai que le Quai d'Orsay n'est pas une institution réputée pour être très bavarde. Alors, ce n'est pas la Grande Muette, ce n'est pas l'armée, mais les gens sont habitués au devoir de réserve, et même s'ils sont en désaccord, plus souvent avec les orientations, enfin, il peut leur arriver d'être en désaccord avec les orientations politiques, le plus souvent, ils appliquent les consignes et ils ne se manifestent pas. Donc là, pour qu'ils sortent véritablement de leur réserve, il en fallait beaucoup. Pour présenter un peu cette machine, cette administration qu'est le ministère, combien de personnes ça représente. Donc, il y a à peu près 13 500 agents qui constituent ce ministère des Affaires étrangères. Bien sûr, tous ne sont pas des diplomates. Sur ces 13 500 agents, il y a à peu près 1 800 diplomates. Le reste sont des agents d'exécution et voilà, des personnels de sécurité, personnels divers. Alors, la réforme, sur quoi elle porte? En fait, elle s'inscrit dans une réforme plus générale qui est celle de la fonction publique, qui a été, puisqu'il y a eu un changement ministériel depuis, mais qui a été conçue, portée et proposée par Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la fonction publique. Alors, l'idée de base, c'est de constituer un institut national de la fonction publique qui serait une espèce d'énorme structure qui regrouperait tous les cadres supérieurs de la fonction publique et dans laquelle a été versée notamment l'ENA, l'École nationale d'administration, en même temps que le ministère des Affaires étrangères notamment. Donc, cet Institut national de la fonction publique compterait à peu près 12 000 agents qu'on appellerait des administrateurs de l'État. En ce qui concerne le Quai d'Orsay, il y a une partie du personnel qui va être versée directement dans ce nouveau corps, et puis le haut du panier, je dirais, c'est-à-dire les conseillers et les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, ça représente à peu près 400 personnes sur les 1800 diplômes que j'évoquais tout à l'heure. Eux, ils vont avoir le choix entre deux options, soit intégrer cet Institut national de la fonction publique et devenir administrateur de l'État, soit finir leur carrière dans leur corps actuel qui, au fil du temps, sera amené à disparaître. Alors, bon, c'est ce qu'il aurait proposé à cette catégorie-là. Et sinon, il y a à peu près 800 secrétaires des affaires étrangères, qui sont souvent des jeunes, qui ont passé le concours dans l'optique de devenir ensuite conseillers, qui, eux, vont être directement versés dans ce nouvel institut et qui, d'une certaine manière, se voient boucher les perspectives d'évolution telles qu'ils les avaient envisagées au départ, parce que l'idée d'un secrétaire des affaires étrangères en début de carrière, c'est de passer ensuite le concours de conseiller. Donc pour tous ces jeunes-là, une fois passée la dernière phase, il y aura encore un concours cette année, mais après, ça sera la dernière intégration, ça sera fermé pour eux.
Alors, peut-être dire que cette mobilisation des diplomates à laquelle on a assisté il y a quelques jours, c'était un peu un baroud d'honneur parce que la réforme a été entérinée. Et en fait, ce qui se discute aujourd'hui, c'est essentiellement les décrets d'application. Et ça va se négocier chaque année en fonction des besoins de ce futur Institut national et des pressions que le ministre ou la ministre sera en situation d'exercer sur l'exécutif. Cette réforme, elle répond quand même à un besoin très clair de changement au sein du ministère. Le problème, j'ai essayé de l'expliquer, c'est que ce n'est pas forcément la bonne réponse aux questions qui se posaient. Le ministère des Affaires étrangères est confronté depuis plusieurs années à une réduction de ses effectifs et de ses moyens. Sur 30 ans, il a perdu à peu près 53% de ses effectifs. Donc c'est énorme. Faute de moyens, on a fermé des postes, on a vendu des bâtiments, souvent de beaux bâtiments. Et donc, on avait déjà eu en 2018 une expression de mécontentement, ou en tout cas d'inquiétude de la part des diplomates, qui s'était concrétisée par une note du Centre d'analyse et de prévision, qui est la structure de prospective et de réflexion au sein du ministère. Cette note qui dénonçait ce manque de moyens, cette perte d'ambition, elle avait fuité dans la presse, elle avait été abondamment relayée, et donc déjà en 2018, on savait qu'il y avait un malaise au niveau du ministère des Affaires étrangères. Une autre source de malaise, à mon sens, mais là, la faute en revient peut-être un petit peu au ministère lui-même et à ses différents ministres, c'est que sur les dernières décennies, les affaires étrangères ont absorbé de nouvelles fonctions qui n'étaient pas les leurs à l'origine. Ça a commencé en 1999 avec la fermeture du ministère de la Coopération, dont les fonctions ont été basculées sur le ministère des Affaires étrangères. Donc là, on a créé une énorme direction qui s'occupe maintenant des questions de coopération, alors que c'était auparavant la mission d'agents dédiés qui étaient vraiment des spécialistes de la coopération. Et donc cette fonction ayant été intégrée au ministère des Affaires étrangères, les diplomates maintenant, à qui on demande une certaine mobilité au sein du ministère, font un passage à la coopération sans être véritablement des spécialistes de cette coopération. Donc ça a été une première absorption qui a déjà un peu brouillé les missions et les fonctions. Et puis en 2012, époque à laquelle Laurent Fabius était à la tête du ministère, il y a eu un bras de fer avec le ministère des Finances, avec Bercy. Et c'est Laurent Fabius qui a remporté ce bras de fer et qui a arraché ce qu'on a appelé la diplomatie économique, donc qui a abouti à faire des postes à l'étranger, des avant-gardes pour décrocher des contrats, pour pousser les intérêts économiques français. Et là, à nouveau, on a eu des fonctions qui étaient différentes de celles auxquelles les diplomates étaient habitués. Et ces nouvelles fonctions, elles se sont donc surajoutées à des équipes qui étaient en perte d'effectifs, comme je l'ai expliqué auparavant. Donc, moins de moyens, moins de personnel et plus de missions, plus de fonctions. Donc ça, mais ça, c'était une volonté délibérée des ministres des Affaires étrangères qui voulaient que leur portefeuille soit plus important. Mais à terme, ça s'est montré quand même assez, à mon sens, assez contre-productif. Plus récemment, on a vu, en sens inverse, des fonctions qui ont échappé au ministère des Affaires étrangères, plus ou moins, et qui, pour le coup, auraient été vraiment de son ressort, et notamment les questions de gouvernance, de bonne gouvernance, donc de cadres législatifs, de bonnes pratiques politiques, etc., qui ont été de plus en plus dévolues à l'AFD, l'Agence française de développement. Et l'AFD, elle, contrairement au ministère, elle a vu ses moyens financiers augmenter dans des proportions vraiment très importantes. Donc, on a une montée en puissance de l'AFD qui s'accapare des sujets qui étaient vraiment caractéristiques des attributions du ministère des Affaires étrangères. Ensuite, mais ça c'est un travers qui est général à l'administration, le ministère s'est trouvé accablé par des tâches bureaucratiques de plus en plus écrasantes. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'on fait quelque chose, il faut faire un rapport, il faut rendre compte, il faut être aux normes. Donc, les procédures sont devenues de plus en plus contraignantes et au détriment des fonctions plus politiques, plus de réflexion et plus opérationnelles.
Alors ensuite, il y a un point dont parlera Marc Andelveld plus en détail, mais c'est la méfiance de l'exécutif et notamment de la présidence, une méfiance croissante vis-à-vis du Quai d'Orsay, notamment sur les dossiers relatifs au monde arabe, ce qu'on appelle dans notre jargon la direction ANMO, la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, donc qui est en charge du suivi des affaires dans la région, comme son nom l'indique, Afrique du Nord, Moyen-Orient, jusqu'à Iran inclus, mais Turquie exceptée. Et il y a eu de plus en plus un décalage entre les analyses et les positions de l'Élysée et celles produites par cette direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, qui s'est trouvée souvent qualifiée avec une arrière-pensée péjorative de bureau arabe, donc d'espèces de lobby défendant la cause des pays arabes face notamment à Israël, et donc très stigmatisé par l'exécutif. Et ça s'est illustré, par exemple, je ne sais pas si vous en avez la mémoire, ça remonte quand même à 2000, mais en 2000, le Premier ministre Lionel Jospin se rend à Tel Aviv et il tient des propos plutôt dans le sens de ce qu'attendaient les autorités israéliennes en qualifiant le Hezbollah d'organisation terroriste. Bon. Le lendemain, il se rend à Birzeit, en Palestine, et il se fait caillasser par des Palestiniens mécontents d'avoir entendu ses propos. Alors, ça a créé un malaise parce que quand une visite de ministre se fait dans un pays quel qu'il soit, il part avec des éléments de langage qui sont préparés par les équipes du ministère et qui sont bien sûr pesés, qui sont discutés avant avec les équipes du ministre concerné. Et normalement, il y a un consensus, il y a un accord sur ces éléments de langage. Donc, cette sortie du Premier ministre Lionel Jospin avait pris de court les équipes ANMO qui se sont senties désavouées et qui ensuite, quand l'incident s'est produit à Birzeit et que Lionel Jospin s'est fait caillasser, elles se sont trouvées un peu en porte-à-faux. Ce n'était pas sur le mode vous avez pris vos risques maintenant, hein, vous avez pris vos responsabilités, et voilà. Il ne faut pas vous étonner si. Voilà. Et là, à la suite de cet incident, il y avait eu déjà une crise assez intense entre le Premier ministre et le. C'était la période de cohabitation. Et Jospin avait répondu, parce qu'à l'époque, le conseiller diplomatique en charge des questions du Moyen-Orient au cabinet du ministre des Affaires étrangères s'était adressé au ministre en disant « Mais monsieur le ministre, ce n'était pas du tout ce qui était prévu ». Et le ministre, Lionel Jospin s'était insurgé en lui disant qu'il n'avait pas à se conformer au mot d'ordre du ministère des Affaires étrangères. Et l'affaire s'était soldée par la mise à pied du conseiller en question. Donc, il y avait vraiment eu une phase de tension. Pour dire que, voilà, il y a quand même des précédents dans ces tiraillements entre la présidence, enfin l'exécutif et le ministère des Affaires étrangères. Plus récemment, on a eu aussi des divergences sur des dossiers de fond, comme la Libye, par exemple, où la position de l'Élysée n'était pas celle préconisée par le ministère des Affaires étrangères. La position des Affaires étrangères n'était pas celle de l'Élysée. Sur la Syrie également, ce qui là aussi a conduit au débarquement assez brutal du directeur du département Afrique du Nord Moyen-Orient, qui a été mis à pied le matin pour l'après-midi. Donc, à la suite aussi manifestement de prise de position qui n'était pas celle qui était attendue. Ça, c'était il y a peut-être 6 mois. Hein. C'est récent, ça. C'est récent. Donc, le ministère vit bien sûr assez mal ces tiraillements, cette impression de marginalisation. Les personnels ont quand même le sentiment d'être compétents, de préparer les dossiers et finalement de ne pas être écoutés, et que la présidence s'en tient aux avis d'une petite garde rapprochée de ses conseillers, des conseillers de l'Élysée ou de certaines personnalités influentes, et de ne pas tenir compte de personnes qui, elles, considèrent qu'elles sont compétentes. Il y a aussi un autre phénomène qui a accru le malaise, c'est très clairement un désaccord sur, par exemple, la politique de vente d'armes. Là,
les positions notamment adoptées par Jean-Yves Le Drian sont mal vécues par un bon nombre d'agents du ministère qui considèrent que ce sont des considérations justement pour décrocher des contrats, de diplomatie économique, qui prennent le pas sur les valeurs ou sur des enjeux géopolitiques, et que c'est une vision de court terme qui aura des effets très négatifs à long terme sur la stabilité dans la région et sur la position de la France aussi, donc, qui sont néfastes à différents points de vue. Et je crois pouvoir dire que le départ du ministre est plutôt, à ce titre-là, plutôt une bonne chose, enfin, plutôt bien perçu par la plupart des agents, enfin, de l'ancien ministre. Alors, sinon, si on dépasse cette question des tensions, les diplomates reconnaissent, je pense très généralement, que le ministère est confronté à un certain nombre de dysfonctionnements. Alors, on évoque toujours l'entre-soi, hein, ça a été beaucoup dit au moment des mobilisations là, et des tribunes et des grèves. On dit oui, voilà, les diplomates en ont assez, ne veulent pas qu'on porte atteinte à cet entre-soi. Alors, on cite toujours l'histoire des Ferrero Rocher, monsieur l'ambassadeur, vous avez gâté une diplomatie un peu surannée avec des grandes familles. C'est vrai qu'il y a un esprit Quai d'Orsay, que les gens discutent beaucoup entre eux de nominations, etc. Mais c'est quand même une vision qui, à mon sens, est très largement dépassée. Les grandes familles aristocratiques qui faisaient les grands noms presque dynastiques, qui étaient diplomates de père en fils, ont tendance un peu à disparaître. Et parmi ces gens, il y a eu des personnes de très grande qualité. Bon, on ne peut pas dire que ce soit la norme aujourd'hui et une généralité. Il y a 52% des agents aujourd'hui au Quai d'Orsay qui sont des contractuels, donc c'est pas rien quand même. Et puis, il y a beaucoup de détachements. Il y a des gens qui sont détachés de l'éducation nationale. Il y a des gens qui sont de l'ENA, parce qu'une des voies pour être diplomatique déjà aujourd'hui, ce n'était pas seulement de passer les concours du ministère des Affaires étrangères, c'était aussi une carrière possible pour des énarques qui étaient sortis à un rang assez élevé, qui pouvaient prendre des fonctions dans la diplomatie. Donc, on avait beaucoup d'énarques. On a des personnels de l'administration centrale. Donc, c'est quand même des profils assez divers. On a eu une très nette féminisation des personnels. On a actuellement 51 femmes ambassadrices. Bon, sur 175, hein, ce n'est pas encore bien sûr la parité, mais on en avait 16 en 2006. Donc ça c'est quand même. Et puis là, je vous parle des ambassadeurs, mais au niveau des conseillers, il y a quand même maintenant énormément de femmes. Il y a beaucoup de personnels qui sont issus de l'immigration, donc qui sont arrivés à la carrière diplomatique par la méritocratie. Alors notamment à la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, parce qu'ils ont des facilités avec l'arabe, parce qu'ils ont déjà des liens dans la région. Donc on a quand même beaucoup de jeunes qui sont avec des profils qu'on ne connaissait pas du tout au ministère il y a quelques années. Donc il y a quand même eu une très nette évolution des personnels. Par ailleurs, on a des détachements en entreprise, donc des diplomates qui vont faire une mobilité en entreprise, dans les grandes entreprises françaises. Donc, ça les sensibilise pour le coup aux enjeux de la diplomatie économique. On a des diplomates qui sont conseillers auprès des préfets de région. Donc, tous ces personnels-là bougent. Quand vous êtes en ambassade, que vous êtes en réunion de service, vous avez des collègues qui ne sont pas diplomates, avec lesquels vous échangez régulièrement. Ça peut être des agents de l'AFD, ça peut être des personnels des services, ça peut être des militaires, ça va être des personnels avec des profils des économistes, les personnels enseignants, on travaille avec les directeurs de lycées français, etc. Donc, il y a quand même une mixité, enfin, on ne peut pas dire que les diplomates sont dans un entre-soi complet. Donc, ce reproche qui est fait, je trouve qu'il doit quand même être pas mal relativisé. En revanche, un problème qui est vraiment relevé à peu près par tout le monde, c'est une grande déficience un grand dysfonctionnement au niveau des ressources humaines, la manière dont les affectations sont opérées avec un manque de transparence,
des gens, par exemple, qui ont passé le concours et qui objectivement ne sont pas de bons agents et qui sont intouchables, qui finiront leur carrière sans que jamais on remette en cause leur parcours, ou rarement. Et là, par exemple, sur ce point-là, la réforme prévoit des évaluations de la formation continue et des évaluations en cours de carrière. Donc cette réforme, elle a quand même des points qui peuvent être considérés comme positifs. Ça, les diplomates ne le rejettent pas, ne le nient pas. Ensuite, il y a des gros problèmes de gestion financière, hein, des incohérences dans les rémunérations. Les diplomates à l'étranger sont très, très bien rémunérés. Il y a un salaire de base, mais il y a ce qu'on appelle des indemnités de résidence à l'étranger qui peuvent être vraiment très importantes. Et à contrario, quand ils sont en poste à Paris, ils sont mal payés. Donc évidemment, déjà par vocation, les diplomates ont normalement envie d'aller à l'étranger, mais en plus, quand ils sont à Paris, financièrement, c'est relativement compliqué. Et les IRE sont calculés de manière parfois assez discutable. Il y a des missions d'évaluation qui viennent dans les pays et qui prennent en compte des critères qui, pour les gens sur place, peuvent paraître vraiment très aléatoires, avec des grosses disparités d'un poste à l'autre. On a eu, du fait de la réduction de moyens, des difficultés bizarrement de sureffectif au niveau des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient qui avaient fait toute leur carrière, qui étaient arrivés en fin de carrière et qui avaient eu des titres d'ambassadeur, mais pour lesquels on n'avait plus d'affectation possible du fait de la réduction des postes. Donc ces gens-là, il faut en faire quelque chose, et donc on nomme des ambassadeurs thématiques. Donc il y a une vingtaine d'ambassadeurs thématiques avec des thèmes qui peuvent être, alors il y a le sport, le numérique, il y a certains thèmes, je ne les ai pas relevés par charité, mais franchement, on ne comprend pas très bien toujours à quoi ça correspond. Et ces gens-là, je sais que le ministre Le Drian avait été interrogé sur leur rémunération. On n'a pas eu de réponse. Donc ça, par exemple, c'est des choses qui créent un malaise et qui sont problématiques. Les inspections en poste sont conduites par des diplomates, donc des diplomates qui inspectent d'autres diplomates. C'est peut-être aussi pas forcément une très bonne chose. Voilà, tout ça pour dire que les diplomates, y compris les jeunes qui se sont mobilisés, ne contestent pas le besoin de réforme, mais ce qui les a choqués, c'est la manière dont celle qui a été décidée a été préparée et appliquée, c'est-à-dire notamment sans concertation. C'est pour ça qu'une des principales revendications aujourd'hui, c'est de tenir des assises de la diplomatie pour pouvoir vraiment débattre de tous ces sujets que je viens d'évoquer et trouver des solutions qui soient cohérentes et qui répondent à l'ensemble de ces questions. Bon, très clairement, j'ai l'impression que ces assises de la diplomatie, ça restera au niveau d'une demande parce que, de toute façon, comme je le disais, maintenant, la réforme est dans la seringue et ça va être très difficile de revenir en arrière. Les risques qui sont dénoncés par les diplomates et qui pèsent sur notre diplomatie et donc sur notre politique étrangère, c'est qu'à jouer cette carte de la polyvalence, de la transparence, parce que l'idée, c'est qu'au sein de cet institut national, on aura des gens qui passeront d'une fonction à l'autre, qui pourront être un jour en ambassade et puis un autre poste, par exemple, dans une préfecture, qui pourrait être dans la direction d'un hôpital et donc qui vont passer de fonctions très, très différentes. Et dans l'autre sens, on va avoir en ambassade des gens qui auront des compétences qui ne seront pas celles clairement de la diplomatie. Donc, leur peur, c'est d'avoir des techniciens plutôt que des spécialistes. Donc, actuellement, on a quand même en poste, on a une diplomatie qui est reconnue, avec des gens qui ont des compétences linguistiques, qui connaissent très bien les régions sur lesquelles ils travaillent, même si on leur demande d'ailleurs, et c'est plutôt une bonne chose, de faire une mobilité dans une autre région que la leur, pour que quand même ils aient une ouverture d'esprit sur d'autres scènes régionales. Mais ce déni en fait de compétences qui résulterait de cette technicité qui pourrait être polyvalente, elle est inadaptée en plus à l'évolution actuelle de la géopolitique et des relations internationales, puisqu'aujourd'hui on se retrouve avec des conflits qui sont de plus en plus complexes. Alors bon, là actuellement on en a un beau bien à l'ancienne, avec la Russie qui attaque l'Ukraine, donc ça c'est relativement simple, mais quand on regarde ce qui se passe à l'échelle notamment de la région proche et Moyen-Orient,
On a en Syrie, même en Libye, au Maghreb, en Irak, des conflits qui deviennent extrêmement complexes à décrypter, où on a des acteurs multiples. On a ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire les acteurs qui sont manipulés par des puissances régionales, par l'Iran, le Hezbollah ou les milices irakiennes. On a les tribus qui mènent leur propre jeu. On a les ingérences des puissances extérieures. On va avoir des mercenaires. On va avoir donc une pluralité d'acteurs. Et les conflits sont de plus en plus localisés et deviennent donc de plus en plus difficiles à résoudre et à démêler. Et là, on a vraiment besoin de gens qui aient des compétences très, très pointues. Et ce n'est pas quelqu'un qui va avoir fait ses classes sur des questions de santé dans un hôpital en France qui va pouvoir gérer ce type de problème. Donc ça, c'est quand même un des sujets que les diplomates ont fait ressortir dans leur contestation. Et cette inadéquation entre les compétences et les problématiques de terrain, la peur, c'est qu'elle aboutisse à une disqualification de notre politique étrangère, qui est quand même aujourd'hui, en tout cas sur la région qui nous occupe, reconnue aussi du fait de nos liens historiques avec cette région, des compétences qu'on a acquises au fil des années et de ces formations quand même très solides qu'ont nos diplomates actuellement. Donc on risque un décrochage de notre place au niveau international. Et puis, un dernier point qui revient un petit peu à ce que ça me permet de faire la transition avec ce que dira Marc, qui inquiète beaucoup les diplomates, c'est que ce nouveau système permette la généralisation des nominations de compétences. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'Élysée qui pourra nommer dans les ambassades telle ou telle personnalité qui est proche, par exemple, du président de la République. C'est déjà quelque chose qui a suscité beaucoup d'émoi les années passées. On avait eu une mobilisation, par exemple, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je pense que son nom ne vous est pas inconnu, mais avec la nomination de Jean-Christophe Rufin, qui est aussi romancier, plutôt connu pour ses romans, qui a été ambassadeur au Sénégal et en Gambie. C'est quelque chose qui avait été déjà assez mal perçu. On a eu la nomination d'Olivier Poivre d'Arvor à Tunis, qui a aussi beaucoup hérissé la communauté diplomatique et qui a causé concrètement énormément de tensions et de problèmes. On a eu un litige aussi avec la nomination de l'écrivain Philippe Besson, qui était poussé par la présidence pour prendre le consulat à Los Angeles. Bon, là, ça ne s'est pas fait, il y a eu une mobilisation. Mais la crainte des personnels diplomatiques, c'est que ce genre de pratique se généralise et que le fait du prince devienne la norme, notamment dans les circonstances comme celles qu'on vit actuellement, c'est-à-dire de dissolution de cabinet, où il faut recaser les conseillers et où là, effectivement, on aura un boulevard au niveau des postes diplomatiques qui sont bien sûr gratifiants et qui pourront être distribués et qu'on pourrait avoir une généralisation de ces pratiques de copinage, entre guillemets, à haut niveau. Voilà, donc tous ces points expliquent les inquiétudes et la mobilisation des agents du ministère des Affaires étrangères. Voilà. Bien. Merci Sophie pour cet exposé, je crois, très, très clair, très pédagogique. Et donc, on va passer à la deuxième partie avec Marc Andevel qui va nous parler plutôt de la politique étrangère et de la présidence et les conséquences aussi que ça peut avoir sur le quai. Voilà, à toi. Alors, Sophie expliquait très justement que les tensions entre la présidence de la République en France sur les considérations diplomatiques, domaine réservé du président, n'était pas nouvelle, mais ça a été en s'accentuant encore ces dernières années. Je pense notamment à Nicolas Sarkozy. Il faut vous rappeler que Nicolas Sarkozy, lors de la campagne de 2007, avait confié, alors ce n'était pas une journaliste, mais c'était, je crois, une romancière, qu'il fallait se débarrasser du Quai d'Orsay. C'était déjà des propos assez virulents et on va dire, guerriers. Ça n'avait pas plu. Voilà, ça n'avait pas plu. Et puis la suite de son quinquennat a montré que ça a eu aussi quelques conséquences. Donc il y avait eu effectivement ce précédent. Ensuite, Emmanuel Macron a démontré, on va dire, une défiance multiple et voire même un mépris à l'égard du Quai d'Orsay, de la fonction diplomatique et plus globalement, parce qu'on en parlait aussi, à l'égard des hauts fonctionnaires en France. Voilà, donc il a multiplié aussi les expressions particulièrement, on va dire, agressives, parce qu'il a
Il a qualifié le Quai d'Orsay d'État profond, alors ça notamment sur le dossier diplomatique, dialogue, comme il dit, avec Poutine. Mais État profond, il avait utilisé cette formule également pour qualifier d'autres administrations, notamment l'administration de Bercy, pour qualifier à la fois des hauts fonctionnaires et des simples fonctionnaires. Il en a parlé dans différentes interviews depuis qu'il est devenu président de la République. Alors, État profond, formule toute trumpiste, notamment, historiquement issu quand même d'analyses sur le fonctionnement de l'État en Turquie, entre les services de renseignement et l'armée en Turquie, reste que, bien évidemment, la formule fait polémique au regard de son utilisation aux États-Unis notamment. Pour la petite histoire, cette formule-là, dans la bouche du président de la République toujours actuel, on la doit en fait à Jean-Pierre Chevènement à la base. Jean-Pierre Chevènement faisant partie des conseillers de l'ombre d'Emmanuel Macron depuis 2017. Et ça, c'est une caractéristique très prégnante d'Emmanuel Macron, c'est que dans la mise en œuvre de son domaine réservé diplomatique, de défense, il multiplie les contacts informels avec des conseillers du soir, comme on les appelle, alors parfois avec des gens qui sont compétents, mais parfois non, parfois des gens qui sont et souvent ça pose question et problème sur des visions et des choix stratégiques parfois diamétralement opposés. Donc, il est conseillé par Chevènement, notamment sur la Russie. Il en a même fait son conseiller spécial, enfin son envoyé spécial en Russie à un moment donné. Il a été aussi un temps conseillé par Hubert Védrine. Mais de l'autre côté, il a également été influencé par tout un tas d'autres protagonistes, notamment pendant la campagne présidentielle de 2017, où il a été capable on va dire, de se rapprocher, là pour le coup, de personnalités de la diplomatie française extrêmement opposées, parce que là, je vous ai cité Chevènement et Védrine, qu'on pourrait qualifier peut-être un peu rapidement, mais de gaulo-mitterrandien, et de l'autre côté, il pouvait parfois prendre conseil auprès de Gérard Haraud ou d'autres diplomates qu'on a pu qualifier dans le passé de néoconservateurs. Le président de la République, Emmanuel Macron, je le rappelle, dès juin 2017, prend une certaine distance à l'égard de ses deux prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy, notamment sur les zones géographiques évoquées, Moyen-Orient, Maghreb, parce que dès juin 2017, il donne une interview au Figaro où il dénonce le néoconservatisme et le néoconservatisme à la française. Ce qui explique en partie, il l'avait déjà fait au cours de sa campagne présidentielle de 2017, donc prenant d'une certaine manière le contre-pied de la tendance Sarko-Hollande de ce point de vue-là, ce qui a pu brouiller le rapport de certaines personnes vis-à-vis de lui. Je veux dire que c'est des paroles qui se sont trouvées, on va dire, agréables auprès de tout un tas d'acteurs, ce qui fait que pendant la campagne de 2017, notamment avant le premier tour, je crois, il y a eu un appel signé dans Le Monde, là pour le coup, de 60 anciens hauts diplomates retraités, mais il y avait toute une galerie d'anciens ambassadeurs français qui a appelé à voter Emmanuel Macron, notamment parce qu'ils s'inquiétaient que les autres candidats pouvaient être influencés par des puissances étrangères. Bon, ce qui était vrai, mais dans le même temps, moi, toutes mes enquêtes montrent que justement, Emmanuel Macron lui-même peut être ballotté par ces puissances étrangères. Ça, on pourra en revenir par la suite. Et pour revenir à ce qui s'est passé ensuite entre Macron et le Quai, bon, comme je l'ai dit, une survalorisation de contacts informels pour la conception, pour la réalisation même de sa diplomatie. Alors, c'est des choses, encore une fois, traditionnelles dans le cadre de la Ve République, mais qui ont été poussées à son paroxysme par Macron, c'est-à-dire contournement régulier du Quai d'Orsay, utilisation d'une diplomatie parallèle,
mélange des genres entre une diplomatie économique et une diplomatie des affaires, et parfois, encore une fois, réactivation de réseau de la France-Afrique concernant l'Afrique. On évoquait les questions des contrats d'armement. L'Élysée, comme Jean-Yves Le Drian, ont été très mobilisés pour vendre des armes auprès de différents pays. Vous vous rappelez peut-être que quelques mois avant l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est arrivé en grande pompe aux Émirats arabes unis pour officialiser un contrat record entre le groupe Dassault et les Émirats. Ça, pour la petite histoire, il faut savoir qu'en fait, en réalité, là aussi, il y a aussi beaucoup d'effets de communication parce que le contrat Dassault a pu être remporté aux Émirats avec l'aide de différents acteurs et pas forcément issus de la présidence de la République, qu'il y a eu une sorte de bienséance, on va dire, diplomatique. En gros, les Émirats ont fait une fleur à Macron pour qu'il se présente auprès de l'opinion publique française comme ayant réussi à remporter ce contrat-là. Je ne sais pas si on peut s'en réjouir, mais bon, au regard des considérations d'emploi et de développement économique en France, ça fait toujours des beaux effets de manche de communication. Et pour revenir sur des épisodes plus concrets, je vous parlais de mélange des genres d'Emmanuel Macron et de rapports conflictuels avec le Quai. On est en juillet 2017, Macron fait son premier coup diplomatique avec le sommet de la Celle Saint-Cloud. Il met autour de la table Sarraj et Haftar sur le dossier libyen. Il veut se présenter comme le faiseur de paix en Libye. Il fait ça totalement dans le dos du Quai d'Orsay. Ça va même très loin parce qu'il fait ça même dans le dos de Jean-Yves Le Drian, qui n'est pas au courant, qui apprend ça au dernier moment, même si Jean-Yves Le Drian participera au sommet. Il va même aller plus loin parce qu'il va utiliser des réseaux, certes proches d'Haftar, mais qui sont, contrairement à ce que certains chroniqueurs... Qui est Haftar. Voilà. Alors, Haftar, c'est un général maréchal même libyen qui occupe notamment l'est de la Libye. La France, depuis notamment Hollande, et là pour le coup c'est la politique de Le Drian, mais c'est beaucoup rapproché d'Haftar comme de l'Égypte contre le gouvernement de Tripoli qui lui est reconnu par les Nations Unies. Et la France, ça a démarré sous Hollande, pour le coup, a commencé, on va dire, une politique ambiguë à l'égard de la Libye en jouant le jeu à la fois du gouvernement de Tripoli, de cette manière, et surtout d'Haftar en parallèle par rapport à la présidence de la République. Bien évidemment, la présidence, on va dire, a laissé plutôt les diplomates et Fabius sous Hollande du côté du gouvernement de Tripoli. Le Drian, qui était à l'époque ministre de la Défense, lui, s'est totalement rapproché d'Haftar et du général Sissi en Égypte. C'est aussi pour ça qu'on a vendu des armes en Égypte. Et Emmanuel Macron a récupéré, on va dire, cet héritage-là, mais en utilisant même des cartes autonome à l'égard de la Hollandie ou même de Jean-Yves Le Drian, parce qu'il a utilisé pour le coup des cartes qu'on retrouve dans l'affaire Benalla, des réseaux france-africains proches de Nicolas Sarkozy. On retrouve différents intermédiaires connus, on va dire, de la France-Afrique. À l'Élysée, il a utilisé un ancien militaire qui s'appelle Paul Soler, qui était chargé de mission obscure à l'Élysée comme envoyé spécial sur le terrain libyen. Encore une fois, tout ça dans le dos du Quai d'Orsay et des diplomates. Paul Soler, après l'affaire Benalla, a été exfiltré de l'Élysée, mais a été propulsé, je crois que ça s'appelle le centre d'opération de crise du Quai. Centre de crise du Quai. Il s'est trouvé une petite place au centre de crise du Quai. Tout ça matiné donc, de barbouzerie traditionnelle de la Ve République, mais également, on va dire, d'interférences étrangères, de jeu des services également français là-dedans, parce que tu notais très justement, on assiste à un mouvement d'affaiblissement de la fonction diplomatique. Et d'ailleurs, là pour le coup, c'est quelque chose de structurel et au niveau international, on le retrouve y compris aux États-Unis. Oui. Il y a un journaliste américain, donc Ornan Farrow, qui a fait un bouquin sur ça, notamment sur son expérience, parce que lui aussi, il a eu, on va dire, une expérience de diplomate en Afghanistan, qui montrait, même aux États-Unis, une hyperconcentration des pouvoirs diplomatiques sur la Maison-Blanche et un affaiblissement de la fonction diplomatique et du département d'État à la faveur de la Maison-Blanche, mais également du Pentagone et des militaires. On retrouve ça côté français sur le terrain africain, sur le Sahel.
Jean-Yves Le Drian, d'ailleurs, quand il était ministre de la Défense, avait on va dire, une activité diplomatique africaine très accentuée. Quand il est devenu ministre des Affaires étrangères, on va dire, comme pour reprendre la formule d'un de mes interlocuteurs, il était surtout ministre des Affaires sahéliennes. On en voit le résultat aujourd'hui. Avec des considérations, là encore, mélange des genres assez accentué sur toute cette partie-là. Bien évidemment, on retrouve, donc tu évoquais l'AFD, mais on retrouve bien sûr la DGSE aussi là-dedans. Donc, je pense au Tchad, par exemple, Mali, bien sûr, bien évidemment. Acteurs privés qui ont été largement mis en avant en Afrique, le groupe Bolloré, au moins sous la présidence d'Hollande. Ça a été plus compliqué sous la présidence Macron parce qu'il y a eu des désaccords. Ça, je pourrais revenir si ça vous intéresse. Reste qu'au bout du compte, année après année, ça décrédibilise la parole de la France. Ça décrédibilise le travail des diplomates, ça les déconsidère, tant dans leurs compétences, dans leur métier, que dans leur rapport tout simplement au terrain, aux pays étrangers. Voilà, donc ça c'est un paysage qui est assez, j'allais dire, apocalyptique. C'est un terme peut-être un peu fort, mais qui quand même, tu parlais de barreau d'honneur, c'est quand même, on est un peu à la fin de l'histoire. Alors, se rajoute à cela deux éléments sur Macron, de mon point de vue. Premier élément, c'est que, au-delà de choses tendancielles ou propres à la Ve République, donc on l'a dit, domaine réservé du président de la République, tension habituelle entre le Quai, Matignon et l'Élysée sur les questions diplomatiques, Macron est quand même dans... c'est un terme qui avait été employé sous Nicolas Sarkozy, mais dans une fonction d'hyper-présidence, en concentrant la plupart des pouvoirs, bénéficiant de l'apathie politique, notamment du côté de la représentation nationale et notamment de l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'il n'a aucun contre-pouvoir, au-delà même de la question du quai, au niveau de l'État. Ce qui ne veut pas dire qu'il contrôle réellement les administrations, c'est plus compliqué que ça d'ailleurs. Parce que bien évidemment, un seul homme ne peut pas contrôler tout l'État français, les 60 millions, 67 millions de Français. Reste que la plupart des décisions sont prises d'une manière la plus opaque possible à l'Élysée. Il faut comprendre que les ministres, pour revenir à Jean-Yves Le Drian, mais plus globalement, durant le dernier quinquennat de Macron, comme celui qui commence, la plupart des ministres n'ont aucun poids politique en Macronie. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils ne sont pas issus du jeu politique traditionnel de la Ve République, qu'ils ne représentent aucune sensibilité, ou pour la plupart aucune sensibilité politique, y compris dans une sorte de dialogue politique, dans une sorte de fédération, comme ils disent, ou de fédération du centre. En fait, non. La gouvernance macronienne est une gouvernance, on va dire, bonapartiste, où c'est un seul homme avec le peuple, enfin face au peuple. Donc, dans cette manière de fonctionner avec l'État, encore une fois, les ministres, pas de poids politique, très peu de contre-mesures, contre-poids vis-à-vis de l'Élysée, un surpouvoir du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère. Je reviendrai sur ça parce que ça a eu des implications aussi sur les dossiers diplomatiques. Et donc, concernant le Quai d'Orsay, Le Drian, il avait, lui, son petit domaine réservé, en gros, ses petites histoires africaines et ses petites histoires avec le complexe militaro-industriel français et étranger. Ça, je pourrais revenir dessus parce qu'il y a des choses très précises dessus à comprendre, y compris d'un point de vue diplomatique, enfin, au sens du Quai d'Orsay. Mais Le Drian, en gros, était souvent mis devant le fait accompli par l'Élysée, voire quasiment toujours, est apparu absent de plein de dossiers et n'a pas du tout défendu ces diplomates. Sur la réforme. Ni sur la réforme, ni même sur leurs expertises, sur leurs compétences, ni même sur tout un tas de dossiers. C'est-à-dire qu'en réalité, vous êtes, enfin, je dis vous, mais les diplomates se sont retrouvés totalement seuls face à l'Élysée. Donc déjà, dans le cadre de la Ve République, ça a toujours été compliqué.
Mais là, en l'occurrence, sous la Macronie, en plus avec un effet tendanciel d'hyperconcentration des pouvoirs à l'Élysée, là, pour le coup, il n'y a pas eu de tampon du tout entre le Quai et l'Élysée. À tel point, je vous donne une anecdote, à tel point, Macron travaillant, croyant travailler d'une manière prolixe, jour et nuit, hein, comme on dit, ne dormant pas, multipliant les messageries cryptées à 3 heures du matin, a l'habitude de réclamer des notes ou des analyses. En son grand terme, c'est « qu'est-ce que t'en penses, toi ?» déjà à tout le petit Paris, hein, il a à peu près je sais pas, quelques milliers de contacts comme ça sur Telegram. Donc, il fait ça sur tout un tas de sujets, y compris sur les sujets diplomatiques. Donc, les personnes qui sont interrogées, honorées, lui répondent, lui donnent c'est une sorte de boîte à outils hein, éphémère et informelle. Bon, OK. Mais ça a eu une conséquence sur toute la chaîne stratégique de l'Élysée, c'est que les simples conseillers techniques de l'Élysée se sont arrogés le droit de, comme tout le système est dysfonctionnel, de profiter du pouvoir élyséen pour contacter, par exemple, directement des diplomates dans leurs directions respectives. En gros, tu vas me faire des notes. Ça, c'est un témoignage qui m'a été fait par un diplomate en poste. Du jour au lendemain, bien évidemment, toujours au dernier moment, en contournant toute la chaîne hiérarchique. Alors, pas de contournant le cabinet du ministre, contournant le ministre, contournant y compris les hauts fonctionnaires dirigeant les différents services du Quai. Donc ça, c'est des choses dont on a fait état. Voilà. Après, donc ça, c'est encore une fois sur le plan organisationnel. Sur le plan colère, je dis un mot sur colère. Colère, c'est très important parce que comme secrétaire général de l'Élysée, c'est le secrétaire général de l'Élysée qui a eu le plus de pouvoir et qui a toujours le plus de pouvoir de toute la Ve République. Ça, je le tiens d'anciens secrétaires généraux de l'Élysée qui m'ont parlé en off, mais qui s'étonnent même du pouvoir d'Alexis Collère auprès d'Emmanuel Macron. Il s'est occupé de dossiers stratégiques, de dossiers économiques, de dossiers diplomatiques, des contrats d'armement. Il n'y a pas que Jean-Yves Le Drian qui s'est occupé des contrats d'armement. Alexis Collère s'est occupé des contrats d'armement également. Je relate dans le dernier livre, dans l'avant-dernier livre, j'évoquais l'épisode de la Libye, mais dans le dernier livre, j'évoque l'épisode du Liban, où Emmanuel Macron a fait un show, et plusieurs shows même médiatiques, mais en réalité, dès son premier voyage, après la fameuse explosion sur le port de Beyrouth, c'est Alexis Collère qui était la tour de contrôle du voyage et qui a tout organisé, avec là aussi des mélanges des genres très notables, comme la présence dans l'avion présidentiel et au cours du voyage au Liban d'acteurs économiques de poids. Je pense notamment à Rodolphe Saadé, patron de CMA-CGM, donc armateur franco-libanais qui est présent à Marseille, et qui aujourd'hui, grâce en partie à Alexis Collère, a investi un certain pourcentage dans la société Air France. Donc, en fait, tout est décidé vraiment à l'Élysée. Voilà. Ça a déjà été le cas un peu, encore une fois, sous Sarkozy. On a parlé du cardinal Claude Guéant. Mais sous la Macronie, tout est accentué. Alors, c'est aussi accentué, encore une fois, par le comportement personnel de Macron, par rapport à son parcours de banquier d'affaires, par rapport à l'exceptionnalité du moment politique qu'on connaît en France avec le macronisme, qui a effacé tous les partis politiques traditionnels. Alors, je veux parler de majoritaire PS, LR. Mais ça s'explique aussi par les nouvelles technologies, par des tendances de fond internationales, on en parlait donc, de militarisation des dossiers internationaux, d'un surpoids des services de renseignement. Tu évoquais donc l'affaiblissement, même en termes de personnel, 53% des diminutions sur 30 ans, oui, je crois que c'est ça, sur 30 ans, dont un tiers sur la dernière période, donc il y a une accélération, mais dans le même temps, une augmentation des effectifs de la DGSE.
En gros, ça fait un… Voilà, il y a l'effet terrorisme aussi là-dedans. Oui, oui, et puis il y a l'effet aussi de la direction technique de la DGSE, c'est-à-dire notre petite NSA à la française, c'est-à-dire le renseignement électronique, hein, voilà, les mouchards électroniques, mais reste quand même, on met la priorité sur le renseignement et pas sur la fonction diplomatique. Donc ça c'est aussi des choses très claires. Dans ce que tu exposais justement sur la multiplication des normes, l'augmentation de ces normes-là, sur la technicisation du métier, la casse des métiers en termes d'expertise, ça, en fait, il faut le replacer de mon point de vue à travers une gestion de l'État totalement néolibérale. Donc, ça a un peu fait polémique pendant la campagne présidentielle avec McKinsey et les cabinets de conseil. Mais justement, sur le terrain diplomatique, comme il y a une baisse des moyens alloués au quai, le quai vend du patrimoine immobilier, mais surtout fait de plus en plus appel à des sponsors lors des événements à l'étranger, parfois des grandes boîtes françaises, bien évidemment, mais en tout cas, il y a un mélange des genres. Emmanuel Macron, par exemple, n'est pas un créateur de ce qu'on pourrait appeler à Sciences Po de politique publique au sens organisationnel du terme. Donc, par exemple, la COP 21, qui était, on va dire, un succès diplomatique français, en tout cas présenté comme tel, où là, pour le coup, Laurent Fabius a été un ministre fort à ce moment-là, où il a multiplié les voyages à travers le monde, où tout le Quai d'Orsay s'est retrouvé entièrement mobilisé à travers l'organisation de la COP 21, avec un certain succès, on va dire, où des diplomates se sont spécialisés, y compris sur les questions environnementales. Et la décision a été prise, ou plutôt la non-décision a été prise de ne pas créer de direction spécialisée sur l'environnement au Quai d'Orsay, alors même qu'on avait le bénéfice, on va dire, de la COP21, que ça aurait pu permettre au multilatéralisme, ce grand terme de la diplomatie française, de vivre encore plus fort. Et le Quai d'Orsay aurait pu être une tour de contrôle de ce multilatéralisme sur les questions d'environnement. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été décidé. Ça fait sourire, je souris jaune, quand on voit Emmanuel Macron parler de planification écologique aujourd'hui entre les deux tours de la présidentielle, en disant que ça allait être une priorité de son gouvernement et de Matignon. En réalité, sur un ministère aussi important au niveau international sur les questions écologiques, ce travail-là de politique publique, de création d'une thématique en termes de direction n'a pas été fait. Ce n'est pas l'intérêt d'Emmanuel Macron, ni l'intérêt personnel, ni l'intérêt au sens de désintérêt. Il s'en fiche de rendre l'État plus efficace, en réalité. Il ne se fiche pas d'une chose, c'est de conserver toutes ses prérogatives et tout son pouvoir personnel à l'Élysée. C'est une question de pouvoir et de compétences, parce qu'on retrouve la Macronie. Je ne veux pas, encore une fois, multiplier les coups de griffe à l'égard d'Emmanuel Macron, mais le rapport au pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est surtout pas une tête ne dépasse et on tue les compétences parce qu'il ne faudrait surtout pas avoir de contre-pouvoir, parce qu'il faut faire du roi le seul compétent. Donc, il y a aussi cet élément-là qu'on retrouve dans tous les managements modernes aujourd'hui, dans les grandes entreprises, notamment françaises. Pour finir le développement, sur la spécificité de ce qui s'est passé entre Emmanuel Macron, politique étrangère, et Quai d'Orsay. Ah oui, une chose que j'ai oubliée. Sur l'écologie, justement, Macron a multiplié les apparitions donc, à l'international sur cette thématique-là. Mais donc, encore une fois, au lieu de faire appel au Quai et de l'organiser ça et de continuer le dialogue diplomatique, y compris même technique, avec l'ensemble des pays, déjà, il a plutôt priorisé son dialogue avec les très grandes puissances internationales en disant « Moi, Macron, je vais discuter avec Trump ou avec Poutine », mais il a moins discuté avec, on va dire, des plus petits pays déjà. Et surtout, il a fait énormément de communication, y compris sur la thématique de l'écologie. Et donc, le pire, c'est que organisationnellement, pas de direction créée, mais surtout, il n'a même pas fait appel aux diplomates quasiment du Quai, parce qu'il a fait appel à une boîte de communication pour organiser ces micro-sommets centrés sur l'environnement. One Planet Summit, ça s'appelle souvent, et c'est organisé par Richard Attias,
dont le mari de Cécilia Sarkozy, et qui a énormément d'activités en Moyen-Orient et en Afrique. Encore une fois, mélange les genres. Ça a permis à Emmanuel Macron de parler pendant des heures au micro devant des caméras de télévision, sans aucun échange et dialogue avec les représentants des pays en question. Donc on retrouve ce même marketing de la diplomatie dans le sommet France-Afrique à Montpellier, où la grande idée sortie du chapeau, c'était de faire participer les sociétés civiles. Alors, encore une fois, certaines sociétés civiles, sélectionnées parcimonieusement par l'Élysée. Donc là, encore une fois, beaucoup de marketing, des acteurs privés de la communication qui s'arrogent le droit et ses compétences. Voilà. Et l'autre élément que je voulais souligner, si je reviens sur le fond de l'orientation, désorientation diplomatique d'Emmanuel Macron, c'est très difficile, pourtant j'ai enquêté, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai fait des livres, j'ai fait des articles, c'est très difficile de résumer la politique étrangère d'Emmanuel Macron, parce qu'il a plutôt été dans la godille, dans le « en même temps » diplomatique. Il a réactivé, certes, un discours de singularité française et de place de la France dans le monde, avec des accents gaulliens, mais en réalité, dans les faits, dans la pratique, à multiples reprises, il s'est plutôt retrouvé aligné sur différents intérêts étrangers, qu'ils soient américains, qu'ils soient israéliens, on pourra peut-être en reparler après, ou autres. Et que même au sein, on va dire, de la controverse, si on l'appelle comme ça, diplomatico-stratégique entre l'Élysée et le Quai, il a été extrêmement ambigu et contradictoire parce que, par exemple, sur le dialogue avec ce qu'il appelle le dialogue avec la Russie, avec Poutine, alors même qu'il a dénoncé le Quai comme soi-disant l'État profond. Donc, moi, ce que j'explique dans mon enquête, c'est que c'est plus une excuse des erreurs qu'il a pu faire sur le dossier et de ses impasses stratégiques sur le dossier, notamment au niveau de l'Union européenne, que le résultat de vraies conflictualités existantes entre le Quai et l'Élysée sur ce dossier-là, même s'il y a certains diplomates qui ont renaclé, on va dire, ou mis un peu de temps à aller dans le sens des orientations présidentielles sur le sujet. Ça a existé, mais lui décide, en pleine conférence des ambassadeurs en août 2019, d'en faire état publiquement au monde entier. Vladimir Poutine s'en est même amusé en disant « Moi, je n'ai pas d'état profond en Russie, je suis tranquille ». Non, voilà. Donc, c'est une manière pour le président de la République, on va dire, de se victimiser vis-à-vis de son administration qui est quand même un petit peu particulière. Bon, c'est vrai que chez Emmanuel Macron, c'est toujours de la faute des autres quand il y a un échec. Et là, très précisément, c'est très, très important par rapport à ce que tu décrivais, notamment par rapport à la direction Afrique-Moyen-Orient, c'est que, quand il parlait d'état profond, en fait, il parlait de certains diplomates, en l'occurrence les diplomates qualifiés de néoconservateurs. Mais en pratique, le même été où il dénonce l'état profond, celui dénoncé par Chevènement et compagnie, il a confirmé à des postes clés dans le cabinet de Le Drian, comme des postes clés, notamment la direction des affaires politiques et de la stratégie, des affaires stratégiques, des hauts diplomates totalement inscrits dans cette tradition-là. Et totalement issus de quelque chose dont on a peu parlé, donc de la direction des affaires stratégiques, qui petit à petit, et ça on est sur le tendanciel long, au Quai ont pris de plus en plus le pouvoir au Quai d'Orsay, souvent avec des parcours ENA, c'est vrai, et des parcours dans les milieux de la défense. Et ils ont pris de plus en plus de poids, s'arrogeant leur compétence, qui est principalement la diplomatie sur les questions de prolifération nucléaire, et diminuant les directions géographiques. Parce que, je fais un peu vite, mais c'est finalement eux qui ont, par courtisanerie et par aussi entre-soi idéologique sur le plan diplomatique, notamment sous la période Sarkozy-Hollande, ont pris de plus en plus de poids dans l'organigramme du Quai. Et donc Macron, il les dénonce, entre guillemets, publiquement, et dans le même temps, il les conforte dans les personnes qui sont choisies. Tu évoquais, Jean-Yves Le Drian, les contrats d'armes.
Je parlais de militarisation des affaires étrangères et de poids des services d'enseignement. Là, les diplomates auxquels je fais référence, il y en a une bonne partie en réalité qui sont des diplomates qui font des va-et-vient constants entre le cabinet du ministre des Affaires étrangères, donc que ce soit Le Drian ou avant. Je pense à des gens qui sont passés chez Kouchner, quand Kouchner était ministre des Affaires étrangères, mais qui passent également régulièrement comme conseiller diplomatique au cabinet des ministres de la Défense, à la direction générale des relations internationales et de la stratégie qui, elle, est au ministère de la Défense. Il y a quelqu'un qui est important dans l'environnement, Jean-Yves Le Drian, qui est son ancien conseiller politique, qui s'appelle Jean-Claude Mallet. Parce que justement, Jean-Claude Mallet est un ancien du SGDN, donc secrétaire général de la Défense nationale, qui s'appelle maintenant SGDSN, qui fait partie de la communauté du renseignement français. C'est un des services de coordination du renseignement français. Tout cela pour vous dire quoi? Que c'est des parcours très particuliers qui sont au cœur de la raison d'État du complexe militaro-industriel. Par exemple, Mallet, après être parti du cabinet Le Drian, est devenu haut cadre de Total, par exemple. Et c'est des gens qui ont eu aussi une influence ces dernières années vis-à-vis de la direction Afrique-Moyen-Orient, bien évidemment, qui ont eu une influence, là pour le coup, sur le conflit israélo-palestinien, notamment au regard d'un rapprochement de plus en plus important de la filière militaro-industrielle française avec la filière militaro-industrielle israélienne, et que ça, bien évidemment, c'est des poids exogènes, on va dire, à l'expertise et aux prises de position des diplomates du Quai. Voilà. Bon, un grand merci. Juste une anecdote pour illustrer quand même les conséquences que ça a sur l'image de la France. Je ne sais plus si c'était en 2019, je crois, je faisais un reportage en Égypte sur la politique extérieure de l'Égypte. Et donc, j'avais été reçu au ministère des Affaires étrangères et après la discussion, le gars, je ne sais plus, c'était un vice-ministre, me dit, mais c'est quoi la politique étrangère de la France sur la Libye? Parce que nous, on en a 3. Mais réellement, il y avait une vraie interrogation, c'est-à-dire ils avaient l'Élysée d'un côté, les militaires et le Quai d'Orsay, et qui menaient des politiques contradictoires. Et donc, c'est quand même problématique sur le poids de la France et sur son rôle. Est-ce que tu veux réagir ou je pose la question? Non, on peut passer. Est-ce qu'il y a des... Peut-être on peut passer aux questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, vous pouvez aussi, les gens qui sont sur Zoom, poser éventuellement des questions. Donc, voilà. Questions? Pas de questions, ça ne soulève pas de... Oui, allez-y. Bonsoir et merci à chacun de Ah oui. Je ne pense pas nécessaire. Merci, parce que sinon, ça va être enregistré. Merci. Il faut pousser bien le bouton. Oui, sinon, si les gens se sont comprendre. Je crois que c'est bon maintenant. Bonsoir et merci de vos contributions. J'avais donc quelques questions par rapport à disons, les divergences entre l'Élysée et le ministère, par rapport aussi à la vente, notamment à la vente d'armes, avec même les conflits au Moyen-Orient, donc en Turquie, etc., la vente d'armes en Grèce. Je pense à la vente d'armes en Grèce. Je pense aussi à la position de la France par rapport au conflit dans le Haut-Karabakh. Et je voulais savoir si déjà dans ces deux situations, déjà, il y avait des divergences, comme vous les avez évoquées tout au long de la conférence. Premier point. Et le second point, c'est aussi par rapport par rapport à la vague de... J'avais lu quelques articles de presse, mais c'était, disons, anecdotique. Mais je sentais une pression, je crois, au sein de certains diplomates qui, corrigez-moi si je me trompe, qui prenaient des congés un peu inattendus ou qui exerçaient leurs fonctions avec un peu de retenue, etc.,
C'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que je me trompe? C'était, je crois, il y a à peu près 8 mois, 1 an de cela. Donc voilà, je voulais savoir si c'était une illusion ou si c'était plutôt une réalité. Merci. Je n'ai pas compris très bien la question. Tu as compris la question? Moi, sur le Haut-Karabakh, je botte en touche. Alors, sur la dernière question, j'en sais rien. Si j'ai bien compris la question, en tout cas le questionnement, sur les ventes d'armes, la Grèce, la Turquie, là, pour le coup, il y a effectivement, on appelle ça sensibilité différente sur le sujet. Parce que Jean-Yves Le Drian, très proche d'Erdogan et de l'écosystème turc, et que en réalité, je sais qu'il a procédé à différentes négociations, que ce soit question d'armement ou du nucléaire, parce que souvent c'est les mêmes réseaux commerciaux à l'international. Tant quand il était ministre de la Défense qu'ensuite ministre des Affaires étrangères. Et vous avez peut-être, ça vous a sûrement pas échappé, notamment c'est lié au dossier avec la Libye d'ailleurs, entre autres. Il y a eu quand même durant toute l'année 2020, notamment à partir du printemps 2020 avec l'offensive d'Haftar en Libye qui échoue sur Tripoli. Il y a une augmentation des tensions personnelles entre Emmanuel Macron et le président Erdogan. Ça s'écharpe et ça s'insulte, hein, ça va très 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 loin quand même. Peu analysé ou chroniqué dans la presse française. Il faut dire qu'il y a des éléments qui parfois nous échappent ou peuvent échapper au contraire. Reste qu'il y a aussi des éléments qui sont plus difficilement analysables ou en tout cas présentables dans cet élément-là. Reste que sur le dossier, donc, effectivement, le choix a été fait par Emmanuel Macron vis-à-vis de la Turquie de privilégier la Grèce. Ça a été très 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 loin effectivement dans ce choix-là, parce que ça a été jusqu'à, on a donc, comme vous le savez, vendu des Rafales, même si c'est des Rafales qui étaient utilisées par l'armée française jusqu'à présent. Mais en tout cas, il y a tout un volant et un contrat de Rafale qui a été signé entre la France et la Grèce. Il y a également, je crois que ça a été signé, les frégates qui auraient été vendues également à la Grèce. Et je sais que c'est un sujet ancien entre le complexe militaro-industriel français, notamment Thales et Naval Group, et la Grèce. Et là aussi, c'est un dossier sur lequel Jean-Yves Le Drian s'est penché avec précision, avec du fort lobbying côté France, enfin, que ce soit en France ou en Grèce. Donc là, il y a eu des ambiguïtés entre Le Drian, la Turquie, Erdogan, et de l'autre côté Macron, de plus en plus, entre guillemets, anti-turc et anti-Erdogan. Il faut savoir qu'à l'Élysée, c'était lié principalement au dossier libyen, mais pas que. C'était lié aussi au fait que Macron considérait, et pas que Macron, la direction du renseignement militaire, les militaires français présents en Libye aussi, que Erdogan était un proxy et le cache-sexe. Ça peut se comprendre sur un certain élément, mais en tant que membre de l'OTAN, mais donc des Américains et des intérêts américains, y compris en Libye par rapport aux intérêts gaziers et pétroliers, en sachant qu'à l'est de la Libye, donc côté Haftar, si je simplifie, je ne sais plus où on en est d'ailleurs dans cette histoire-là, mais bon, pour l'instant, c'est resté à peu près ça. Du côté Haftar, les intérêts pétroliers et gaziers étaient jusqu'à présent plutôt aux mains de Total. Sauf que, chose que j'ai découverte, notamment dans le dernier livre, c'est que Total, et ça a été un peu dit avec le dossier avec l'Ukraine, mais le principal partenaire économique de Total, c'est le russe Novatek, qui est donc le numéro 2 du gaz en Russie après Gazprom. Il gère et exploite le grand champ gazier de Yamal en Sibérie, et Total a récupéré, donc grâce à l'action, en tout cas par l'action de Christophe de Margerie, ancien patron de Total, très proche de François Hollande et de son secrétaire général Jean-Pierre Jouyet pour des raisons familiales. Ils ont obtenu, Total et tous ces gens-là, ainsi que François Fillon, ont obtenu une licence d'exportation de gaz
et notamment de gaz GNL par bateau de Yamal pour approvisionner l'Europe de l'Ouest. Parce que sur le dossier gazier russe, on ne parle que de Gazprom, mais en fait, Total est très présent avec Novatek. Je finis sur la petite description un peu complexe, mais c'est 25% aujourd'hui des ressources prouvées de Total qui sont aujourd'hui en Russie ou liées à Novatek. Je parle de Total et Novatek sur la Libye, parce qu'ils sont en Libye sur l'Est, mais ils sont en Libye, ils sont également où sur le côté turc et au niveau des nouveaux champs gaziers qui sont autour de Chypre, avec des compétitions entre le Liban et Israël. Et là, c'est très important par rapport à la question que vous soulignez sur les ventes d'armes, parce qu'en fait, le réseau qui a permis aux Français de vendre les Rafales en Grèce, selon les informations que j'ai récupérées, c'est le même réseau en fait, qui a rapproché face à Erdogan et à la Turquie sur les questions de gaz, Israël et la Grèce, avec Chypre au milieu. Et donc, il y a une alliance Israël, Chypre, Grèce sur les questions gazières au niveau de la mer Égée et au large de la Turquie. Et on retrouve les mêmes réseaux derrière les armes qui ont été vendues à la France en Grèce. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair. Attendez, parce que c'est bon. Oui. Là, on rentre vraiment dans des détails assez compliqués. Alors, oui, allez-y. On n'a pas répondu. Oui, bien sûr. Ouais. Vas-y. Non, sur les non, la greffes première, on perlées. n'avait pas vu. Mais il y avait une question sur la DGSE. Ouais. En fait, c'est juste que je vais parler dans le micro pour que les gens sur Zoom puissent entendre et que ça passe dans l'enregistrement. Donc, effectivement, question sur Zoom. Est-ce qu'il serait possible d'avoir plus de détails sur le poids croissant de la DGSE et des services de renseignement français sur les dossiers diplomatiques et stratégiques vis-à-vis du Quai d'Orsay? Je veux bien faire un début de réponse. Ouais. Ah oui, j'ai mon micro. Donc, bon, c'est pas vraiment nouveau cette proximité. Déjà, il y a eu plusieurs patrons de la DGSE qui étaient des diplomates. Oui, tout à fait. Déjà, il y a eu Jean-Claude Cousseran, il y a eu, bon, de manière plus éphémère, Senmo, je ne me souviens plus son prénom. Et actuellement, Bernard Rémier, c'est un diplomate. Il a été directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient. Donc, la proximité, elle découle aussi de ces personnels qui viennent du quai et qui sont... mais ça, c'était déjà antérieur à Emmanuel Macron. Moi, j'ai quand même le sentiment que les questions de terrorisme ont accentué beaucoup cette proximité entre le quai et la DGSE, parce qu'effectivement, la question du djihadisme, elle a été, je pense d'ailleurs, presque trop omniprésente dans la mobilisation de notre diplomatie. Elle a fini par occulter tout un tas d'autres sujets. Et voilà, ça peut être, je pense, un des éléments qui explique la montée en puissance des services. Et des recrutements, puisqu'effectivement, on s'est rendu compte que la DGSE n'avait pas assez d'arabisants, par exemple. Il a fallu aussi recruter des gens qui étaient spécialistes de l'espionnage numérique, etc., etc. Donc là, il y a eu besoin de nouveaux moyens et ça a effectivement demandé des effectifs accrus. Et voilà. Sous Hollande, il y a eu Bernard Bajolet. Il y a eu Bajolet, voilà. Tout à fait. Qui était aussi un diplomate, voilà, et ex-directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient. Voilà. Et tu évoquais Jean-Claude Cousseran. Jean-Claude Cousseran, par exemple, fait partie des conseillers du soir de Macron sur les questions diplomatiques. Et Cousseran, donc effectivement, parcourt à DGSE. Et par ailleurs, il a été conseiller pendant une dizaine d'années, notamment à partir de Nicolas Sarkozy, de l'AGA-Caen. Figure particulière de la diplomatie présente du côté de Chantilly. Et bon, tout ça, c'est... bon, là, je vais dans les détails, mais ça fait partie d'interférences multiples, de gens qui ont pu parfois eu une carrière, certes prestigieuse, à certains moments donnés, et qui ont rendu des services à l'État, mais qui sont aujourd'hui agrégés et utilisés par Macron d'une manière particulière. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. J'aurais, on va dire, 2 à 3 questions. La première question, c'est quel est le rôle des journalistes dans tout ça? Vous avez dit à un moment qu'il y avait un partage des sources pour justement
une note écrite pour justement alerter sur la mise à mal des agents au sein du ministère. Concrètement, est-ce que les journalistes seraient en fait peut-être amenés à plus faire entendre la parole des diplomates à l'avenir, surtout si leur profession est mise à mal? C'est ma première question. Ma deuxième question, ce serait sur en fait, le monde arabe. Apparemment, c'est ce qui chamboule le plus l'ensemble dans toute cette affaire. En fait, déjà, comment ça se fait? Comment ça se passe sur les autres régions? Est-ce que les bureaux en charge des autres zones sont aussi autant et aussi perturbés dans leur travail au quotidien sur le terrain que n'est le bureau du monde arabe au ministère des Affaires étrangères? Et ma troisième question, ce serait davantage sur avoir un tout petit peu plus de précision sur en fait, la stratégie de Macron sur ça. En fait, c'est de tout simplement prendre la mainmise en fait, sur la volonté de faire abstraction des administrations qui sont là déjà depuis beaucoup plus longtemps que lui. Il faut juste qu'il se le rappelle. Voilà, juste une meilleure précision sur sa stratégie en termes de différentes politiques internationales, surtout étrangères. C'est pas mal, hein? Vous avez encore une question comme ça? Oui. Bonsoir, peut-être vous en avez parlé, je suis arrivé un peu en retard, je m'excuse, mais j'aimerais savoir justement qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères et des diplomates pour s'organiser, pour porter tout simplement leurs intérêts. Je crois que ce qu'il y a d'assez neuf, c'est qu'il y a une visibilisation maintenant, la mobilisation des diplomates, alors que d'habitude, c'était un peu les gentils serviteurs, voilà, si on caricature. Donc, du coup, voilà, savoir ce qu'il en est. Et est-ce que, question cerise sur le gâteau, est-ce qu'il y a moyen qu'avec une nouvelle ministre des Affaires étrangères qui est issue de la diplomatie, que ces diplomates soient mieux entendus de l'Élysée ou pas du tout? Non, je peux peut-être répondre sur les journalistes. Ah, mais oui, c'est vrai. Alors, sur la première question, sur les journalistes, il y a des fuites régulièrement, hein. Le Canard enchaîné, par exemple, a publié régulièrement des informations provenant du ministère. Pas toujours justes, d'ailleurs. Moi, j'ai relevé des choses qui étaient totalement fausses. J'avais fait une mission, par exemple, en Libye il y a une quinzaine d'années. J'avais été très étonnée d'apprendre dans le Canard ce que j'y avais fait, parce que ce n'était pas du tout ce à quoi j'avais assisté. Donc, c'était quand même assez surprenant. Depuis, je lis le Canard enchaîné avec beaucoup de circonspection. Donc, voilà. Ça, c'était une première chose. Il y a un point qui n'est pas contenu dans votre question, mais qui, moi, m'avait beaucoup quand même interloqué et mobilisé, c'est à contrario le poids des journalistes sur la diplomatie. Parce que parmi ces personnalités du soir, hein, dont tu parles, il y a énormément de journalistes qui ont l'écoute, l'oreille des ministres. Et ça, ça ne remonte pas à Macron, c'était déjà... moi, j'étais sous Védrine au ministère. C'était au point que quand il y avait des visites, quelquefois, le ministre préférait embarquer tel ou tel journaliste dont les analyses lui paraissaient extrêmement pertinentes, plutôt que d'emmener, par exemple, le rédacteur pays, qui est quand même la personne la mieux placée pour connaître les dossiers, notamment techniques, quitte après à être obligé d'appeler en catastrophe à Paris pour savoir ce qu'il fallait répondre à telle ou telle question. Parce que dans l'avion, on avait, je ne vais pas les nommer, mais plutôt tel ou tel journaliste qui était bien en cours. Et pareil, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, les Américains qui étaient un peu pris de court et qui s'étaient montrés très, très à court d'analyse sur l'Arabie saoudite, nous avaient demandé des noms d'experts sur l'Arabie saoudite. Et il y avait une première liste établie par le cabinet, et en tête de liste, il y avait des noms de journalistes. Pas des noms de chercheurs, des noms de journalistes. Donc quand même, ça en dit assez long sur les interférences entre le journalisme et la diplomatie. Est-ce que c'est pareil dans les autres directions? Je ne me rends pas trop compte. J'ai quand même l'impression, pour participer à des réunions où il y a un peu toutes les zones représentées, que le poids de la région, parce qu'elle a une charge historique
forcément, hein, on a une relation avec le Maghreb, avec le Liban, même avec la Syrie, qui est quand même très ancienne et très dense. Pas forcément facile à gérer. Et puis, c'est une zone de haute conflictualité. Donc, le croisement de ces deux paramètres, le poids historique et la conflictualité, fait que la zone a effectivement une importance particulière. Et puis, la troisième question, je crois que c'était pas trop pour moi. Je ne sais plus ce que c'était, mais je me suis dit que ça serait pour Marc. Sur Colonna, c'est ça? Juste un mot sur les... Ah non, sur Colonna, je peux répondre. Mais il y en avait une autre, alors. Sur Colonna, clairement, c'est un poids lourd de la maison. Et bon, elle est là pour calmer le jeu, mais bon... on rejoint un peu ce que tu disais sur les profils, quoi. Elle ne fera pas de vague. Hein. Donc, après, ça va se négocier, c'est ce que je disais dans mon exposé, ça va se négocier chaque année. Il va y avoir un bras de fer, il faudra faire prévaloir les intérêts du ministère. Mais on ne sait pas, par exemple, il y a encore énormément de points obscurs dans cette réforme. On ne sait pas comment vont se faire les affectations. A priori, c'est la ministre ou le ministre qui aura au final... qui entérinera les nominations, mais les affectations. Mais bon, effectivement, ça risque d'être sur proposition de l'Élysée. On ne sait pas s'il restera une filière spécifique ou une formation spécifique pour les spécialistes monde arabe avec des compétences, enfin des formations linguistiques, par exemple. Tout ça, c'est extrêmement flou. Et ça, c'est un autre point qui ressort des difficultés, enfin, de la manière dont procède Emmanuel Macron. Les réformes sont annoncées avant qu'elles soient véritablement élaborées en profondeur et dans le détail. Moi, j'ai une autre anecdote qui est un peu à la marge par rapport à ça, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, en novembre 2019, Édouard Philippe a annoncé l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Bon, ça avait fait un tollé. Ils nous ont balancé ça en plein salon Campus France. On était en train de tenir un salon avec les étudiants étrangers. Tous les acteurs de la coopération universitaire ont découvert cette annonce pendant le salon. On n'avait aucun élément de langage, on ne savait pas du tout de quoi y retourner. Donc, on a été assaillis de questions d'étudiants, de jeunes qui voulaient venir faire leurs études en France, qui étaient complètement déboussolés. Les universités nous demandaient des explications. Et de fait, c'est ensuite qu'on nous a envoyé, mais pas mal de semaines après, des éléments de langage et qu'on a vu un peu, et c'était absolument pas finalisé. Donc là, la réforme du ministère, c'est un peu la même chose. Il y a plein de sujets qui restent extrêmement flous et voilà, qui devraient être négociés, mais la ministre, telle qu'elle a l'air partie, n'est pas dans l'optique d'un bras de fer, je ne crois pas. Et effectivement, ce n'est pas un poids lourd politique. Fabius, c'était un poids lourd politique. PS, etc. Là, on n'a plus effectivement ce genre de... Alors, Jean-Yves Le Drian, a été un petit peu la caution PS au début d'Emmanuel Macron. Bon, il a perdu les régionales en Bretagne, donc il a perdu aussi ce... Bon. Et puis, il y a peut-être un phénomène d'usure, mais oui, on n'a plus ces personnalités-là. Et la ministre, là, clairement, et même aussi son poids pour discuter en interministériel, on lui renverra le fait qu'elle est de la maison et que donc elle défend sa chapelle, et ce n'est pas forcément le profil idéal pour défendre les intérêts des diplomates. Juste avant de passer la parole à Marc, sur le poids des journalistes, je veux dire, en France... Défends-toi. Non, je ne me défends pas, au contraire. Je pense que les éditorialistes ont un poids énorme sur la manière dont se conçoit la politique étrangère, avec souvent une espèce de vision morale très, très schématique. Et ça, d'ailleurs, c'est la plupart des gens qui écrivent. Ce n'est pas sur la région, il peut y avoir une crise quelque part, ce n'est pas les journalistes spécialisés sur la région qui vont écrire, c'est des éditorialistes qui vont donner des leçons au monde entier et au gouvernement. Et ça, je crois que ça a un poids, je pense que ça a un poids partout, mais en France, je pense qu'il est particulièrement important. C'est très néfaste. Je peux juste ajouter un petit truc là-dessus, c'est que typiquement... pour calculer ces fameuses indemnités de résidence à l'étranger, il y a des missions d'inspection qui viennent dans les pays pour discuter et fixer ces indemnités. En Égypte, par exemple,
et je crois que c'est d'ailleurs général au niveau de la population française, il y a l'idée que la menace terroriste est extrêmement forte en Égypte, qu'on risque sa peau quand on va en Égypte, et les indemnités de résidence à l'étranger en Égypte étaient calculées sur ce risque terroriste, qui très clairement était devenu infime, alors qu'il y avait des risques sanitaires bien plus élevés, la pollution, enfin, l'impact sur la santé des agents. Ça, c'était pas du tout pris en compte parce que les médias relayent ce discours, on fait leur chou gras du terrorisme pendant des années et que ça a donné le tout sécuritaire que je dénonçais tout à l'heure. Voilà. Et ça a des incidences même sur le fonctionnement interne du ministère, dans les évaluations des risques. Et, voilà. Juste sur Colonna, je fais vite sur Colonna. Sur Colonna, ce qu'il faut comprendre, ancienne diplomate, mais aussi ancienne attachée de presse de Chirac, je crois. Porte-parole. Ouais, c'est pas tout à fait, c'est un peu ça, mais. Et ce qui est intéressant là, mais vraiment là, je suis dans l'exégèse du Vatican Macron. C'est que je parlais de colère tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire un truc important par rapport au poids de l'AfD. Qui dirige l'AfD aujourd'hui? C'est Rémi Rioux, qui était l'ancien directeur de cabinet de Pierre Moscovici quand Alexis Collère était directeur adjoint de cabinet, donc ils sont très proches. Et donc, ça explique aussi le poids de l'AfD auprès de l'Élysée directement, et la ligne directe entre Collère et Rioux est importante. Sur les mélanges des genres, je vais revenir sur Colonna après, mais sur le mélange des genres, business, diplomatie, une anecdote que je n'ai pas utilisée pour mon bouquin, mais qui m'a été glissée par une source très très crédible. Emmanuel Macron auprès des chefs d'État africains ces dernières années, en tant que président de la République, n'a pas cessé de conseiller aux chefs d'État africains de prendre la banque Rothschild comme banque conseil public auprès des États africains. Donc ça m'a été confirmé par un ancien collègue de Macron à Rothschild. Donc ça, c'est pour vous dire les mélanges des genres quand même poussés un peu à l'extrême. Et puis, sur Colonna, au regard des jeux de pouvoir dans la Macronie, de ses sensibilités diplomatiques aussi à elle, je pense que, pour le coup, elle est davantage proche de Brigitte Macron et donc d'une certaine manière de Macron en direct, et qu'elle fera contrepoids à Collère, pour le coup. Voilà. Alors que Le Drian réseau PS, Techno, PS, que je décrivais sur le complexe militaro-industriel, était plus en lien direct avec Collère. Voilà. Une dernière question. Très rapidement, alors c'est sur Israël-Palestine. Concernant les relations avec Israël, y a-t-il, selon vous, un renforcement du soutien inconditionnel avec des guillemets, au gouvernement israélien et peut-être un lien avec la volonté de notre gouvernement d'assimiler la critique d'Israël et de sa colonisation de la Palestine à de l'antisémitisme? Ah non, c'est pour toi. Ah bah si, vas-y, c'est pour toi. Non, mais bon, c'est un long développement sur la politique française, mais c'est une dérive qui n'est pas nouvelle, qui a été accélérée sous Sarkozy, ensuite sous Hollande, etc. Il faudrait vraiment en rentrer, ça mérite une discussion sur comment s'est faite cette évolution, à la fois, à mon avis, par cette guerre contre le terrorisme après le 11 septembre, qui a fait du terrorisme la menace principale, et donc une nouvelle lecture du conflit israélo-palestinien à travers la grille du terrorisme, le Hamas, etc. La perte de ce qu'avait été l'impulsion gaulliste après 1967 et la disparition des cadres qui avaient pu représenter cette impulsion. Le travail extrêmement efficace du gouvernement israélien, à la fois dans les relations politiques, diplomatiques, militaires. Et puis, je crois aussi, on a publié, Orient 21 a publié une longue enquête de Jean Stern sur le lobby pro-israélien en France. Je crois que tu l'as évoqué, l'aspect militaire est devenu très important. Il y a une coopération maintenant en termes de militaire, en termes sécuritaires, en termes de renseignement, qui est aussi très, très importante. Donc, tout ça pèse de manière importante. Mais enfin,
Et la responsabilité des autorités palestiniennes aussi. Oui, oui. Et puis, face à ça, une incompétence, je ne sais pas s'il faut dire une incompétence, une impuissance Dramatique. des autorités palestiniennes qui sont... Et puis aussi le fait qu'un certain nombre de gouvernements, enfin, les ambassades arabes ici n'ont jamais été d'une très grande efficacité à quelque moment que ce soit, mais depuis l'établissement de relations diplomatiques entre le Maroc, le Bahreïn, les Émirats arabes unis et Israël, bon, tout ça, c'est évidemment créé une dérive, enfin, favorise une dérive qui est totalement contraire à... Elle n'est pas, enfin, ce qui est intéressant, c'est que la position de principe de la France n'a pas changé, puisque chaque fois qu'il y a, ils sont pour les deux États, chaque fois qu'il y a une construction de colonies, il y a un communiqué indigné du Quai d'Orsay, et puis ça n'a strictement aucune conséquence. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'il fut un temps où la politique d'occupation israélienne avait des conséquences sur les relations israélo-françaises. Aujourd'hui, ça n'a plus aucune conséquence. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va terminer ici. Je vous remercie. Merci. Voilà. Et juste pour vous dire que c'était organisé par Orient 21, que nous sommes un journal gratuit et en ligne et que nous sommes au cœur d'une campagne de levée de fonds. Donc, si vous pouvez contribuer, soit aujourd'hui, soit sur notre plateforme, à notre objectif qui est de récolter 40 000 euros. Voilà. Comme vous l'avez dit, c'est gratuit et obligatoire. C'est gratuit et obligatoire. C'est pas vraiment dans les...